Mais voilà, et donc on peut passer à notre deuxième rubrique du jour, évidemment, les affiches de la semaine. Et donc on a pas mal de matchs à évoquer aujourd'hui. On a vu les mêmes en plus, donc ça tombe bien. Vers lequel tu veux aller en premier? Peut-être on a un Minnesota Clippers qui était intéressant. Très intéressant parce que ça reste deux équipes un petit peu contenders et c'est un peu les deux des quatre équipes dont vous avez parlé de l'Ouest la nuit dernière, la semaine dernière avec FD. Et en plus, c'est des équipes au complet. Donc pour une fois qu'on a des matchs avec des équipes au complet qui sont compétitives, on va pas bouder notre plaisir. Donc j'étais particulièrement excité à l'idée de regarder le match. J'ai vu le score avant de regarder le match et je me suis dit ah merde, c'est un blowout. Et en fait pas du tout. Il y a le quatrième quart-temps qui est un peu déséquilibré. Ils font vraiment leur trou à ce moment-là, les Minnesota. Mais sinon, c'est un match qui est vraiment serré tout du long. Et je pense qu'on a eu un des meilleurs matchs d'Anthony Edwards cette saison. Ouais. Alors, peut-être pas dans les statistiques parce que oui, il est à 1 sur 11 à 3 points. Mais du coup, ça veut dire qu'il est à 7 sur 8 sur ses autres tirs. Il est allé sur la ligne des lancers. Il a fait de très bonnes passes. Je trouvais qu'il a vraiment ouvert pour les autres et il a eu deux, trois bonnes lectures qui m'ont vraiment fait plaisir, notamment sur une volonté d'aller au cercle plutôt que de justement juste prendre des pull-ups à mi-distance. Et vu qu'ils jouent sans protecteur de cercle, nos amis des Clippers, enfin, sans vraiment de protecteur de cercle en tout cas, j'ai trouvé ça bien qu'il ait un peu cette démarche plus agressive et j'ai trouvé bon en défense surtout. J'ai trouvé très bon en défense. J'ai trouvé vraiment en fait les Minnesota impressionnants en défense sur les ailes, là où du coup ils sont forts du côté des Clippers avec Alexander Walker, avec McDaniels, avec Anthony Edwards et même Kyle Anderson. Donc j'ai vraiment été impressionné par la défense et par l'attaque aussi de Karl Anthony Towns que je trouve vraiment bien intégré et qui va de mieux en mieux, je trouve, en attaque et en défense. Il est hyper mobile. En fait, je le trouve, je sais pas si je m'étais un peu habitué ou si j'avais pas assez fait attention, mais je le trouve vraiment hyper mobile. Il est capable d'attaquer sur des vrais drives comme un arrière. Il est capable de défendre plus petit que lui parce qu'il garde cette mobilité-là. Et j'ai l'impression que vraiment ces rotations à deux bigs qu'ils ont trouvé. Donc là, sur tous les moments du match, il joue toujours avec deux intérieurs. Et, et ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, vraiment bonne chose. Et vraiment Anthony Edwards en défense, et pas seulement en défense sur ballon, mais aussi off-ball, de très bonnes choses. Donc le match dans sa globalité d'Anthony Edwards était très cool à voir face à de la vraie compétition. Mais tu sais, sur Towns, moi je me demande à quel point est-ce qu'on n'a pas un biais de déception Ouais, sur lui, parce que je me suis fait la même réflexion pendant le match. Je me suis dit, mais est-ce on se rend compte quand même de quel joueur c'est, et notamment d'un point de vue scouting. Enfin, vraiment, pour les gens qui font du scouting et tout, enfin, c'est une anomalie en fait. Un joueur de cette oui, taille-là, qui a ce point fluide et qui a ce toucher de balle, mais incroyable, quoi. ouais. Je veux dire, on a un peu ce biais de déception, je pense, parce que on l'a vu très très haut, très très tôt. Il est arrivé un peu en tant que défenseur, joueur défensif, et il se révèle en tant qu'attaquant avec un jump shot et tout. Il a un jump shot de qualité Dirk Nowitzki ou quasiment, quoi. Enfin, en tout cas, un Ouais. shooter à 3 points d'élite et pas juste un spacer, quoi. Et ensuite, comme il y a un peu cette déception de il a pas réussi à franchir le dernier palier, ou il a pas réussi à être un vrai go-to guy, etc. Bon, c'est plus complexe que ça, parce que dans la NBA de l'époque ou actuelle, pour être un go-to guy depuis le poste de pivot, c'est quand même très compliqué, etc., etc. Puis la défense aussi est déçue, mais effectivement, tu le vois faire de certains drives sur ce match-là, où forcément, les close-out des Clippers qui essaient un peu de surcharger le terrain d'un côté et ensuite de revenir, oui, forcément, tu te jettes sur le close-out sur Towns. C'est normal, hein, vu que c'est un tel shooter à 3 points, donc tu te jettes, et donc lui, il est capable d'attaquer ensuite. Et il t'a fait 2 ou 3 drives en spot-up drive, donc en attaquant depuis une position de spot-up. Et la coordination pour sa taille et le toucher de balle à la fin avec des flotteurs, c'était des trucs assez incroyables. Il y a des fois, je me dis, mais en fait, on oublie, quoi. Parce peut-être on oublie, on se rend pas compte de à quel point c'est un talent assez exceptionnel, pardon, qui est peut-être un peu gâché parfois par la prise de décision offensive, ou le passing qui se veut trop avec beaucoup de flair, plutôt que toujours très technique ou très bien pensé, ou alors la défense n'est pas toujours top, etc., etc. Donc il y a plein de défauts, ok, mais franchement, c'est un peu une anomalie, Towns, hein.
C'est clairement une anomalie et moi c'est ce qui m'avait fait penser un peu à ça et je m'étais un peu rendu compte qu'on avait sûrement ce biais de déception là en tout cas c'est parce que quand tu regardes ça m'avait trigger au moment des surveys des GM, tu sais ils font les surveys des GM tous les ans pour demander qui sera le meilleur joueur, autour de qui tu construirais et tout, et j'avais regardé un peu les anciens résultats. Et en 2018, non, 2017, enfin 2016-2017, donc en gros les questions sont posées en 2016, voilà, je vais y arriver. If you were starting a franchise today, you could sign any player in the NBA, who would it be? Et 50% des réponses, c'est Karl Anthony Towns. Devant Durant, devant LeBron James, devant Curry, Davis, Ouais, Kawhi. ouais. Donc, c'est, en fait, il y a un moment où c'était un peu, c'était pas comme on voit à Wembayama, mais quand même, c'était le truc de, en fait, c'est un mec qui a le corps d'un pivot, qui a la dextérité d'un arrière et qui a un shoot incroyable et beaucoup de touchés et qui fait de très bonnes lectures. Et donc oui, je te rejoins là-dessus sur le biais de déception et du coup on se rend pas en vrai un peu compte de bah en fait c'est vraiment offensivement c'est quand même assez ouf et sur ce match-là je trouve que qu'il crève bien l'écran offensivement et que en plus c'est un bah en fait ça matche bien. Je trouve qu'ils ont réussi à lui filer un bon rôle en attaque pour pas qu'il en fasse trop mais qu'il ait Oui. qui permette en fait juste d'avoir une vraie valeur ajoutée quoi. Mais je crois que j'en ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé avec lui ou avec Randall, mais avec Randall, je suis sûr qu'on a déjà parlé, mais il y a un peu cet aspect avec Randall de, tu as, en fait, tu vas parfois organiser l'attaque en donnant la balle au poste bas à Julius Randle sur certains match-ups. Et c'est comme ça que tu arrives à créer un peu de l'attaque et Mhm. certains décalages. C'est parce que sur certains match-ups, en fait, tu lui donnes la balle et soit il peut scorer, soit il déclenche des prises à deux et puis il peut libérer et ça crée le décalage comme ça. Et je trouve que Towns, c'est un peu cette même utilisation que Randle, de Randle Onyx, pardon, et qui, effectivement, je trouve, est une meilleure utilisation qu'on a pu avoir par le passé ou peut-être on a voulu en faire plus que ce qu'il ne peut, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que cette année, le rôle est un peu plus recentré et ça fait du bien. Et même pour te rejoindre, globalement, sur ce match-là, j'ai trouvé que les Clippers ont essayé de revenir assez régulièrement sur leur line-up un peu petit, en fait, un peu switch, très dynamique, etc. Et ils se sont fait clairement punir Mhm. par la taille de Minnesota. Alors, pas forcément du genre, il y a, il y a un petit qui est sur Rudy Gobert, on va l'envoyer au poste bas et Gobert va essayer de le punir. Mais non, ça, on sait qu'il peut pas. Mais sur un aspect, ne serait-ce qu'un aspect de rebond offensif, tu vois, par Ouais. exemple, on a eu pas mal d'aspects comme ça où, en fait, le Minnesota arrivait à avoir le rebond offensif parce que tu avais Gobert ou tu avais Towns qui était un match-up plus petit et donc quelqu'un prenait le tir, Anthony Edwards, Mike Conley ou n'importe qui, et tu avais cette punition de, ouais, tu punissais par le rebond offensif. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément de manière évidente dans les stats ou ça n'a pas l'air d'être une action ça punit la taille, ça saute pas aux yeux autant que quand tu fais un post-up face à un plus petit, mais c'est aussi une manière de punir des line-up plus petits. Et je trouve que sur ce match, on a eu effectivement cet aspect-là qui était assez important, quoi. Clairement, bah c'est un peu aussi un peu ça que j'ai essayé de voir, c'est à quel point en fait les Clippers dans des situations de playoff, leur défense de switch allait pouvoir tenir la dragée à certaines équipes. Et je me dis que sur des schémas comme face aux Wolves ou face à Denver aussi, ça peut être un peu punitif, je pense. Donc Ouais, à voir ce que ça va donner, mais vraiment. Et puis de l'autre côté, la défense de Minnesota en plus a été vraiment excellente quoi. Alors que l'attaque des Clippers a un énorme star power et des grosses capacités de shootmaking et ils ont vraiment réussi à les gêner le plus possible et ils tirent à 12 sur 24 au cercle les Clippers sur le match. C'est famélique. ouais. Voilà. Oui, et puis je crois qu'en plus, ils vont pas chercher des tonnes de lancers francs. De mémoire, si, quand même un peu pas mal, ouais, effectivement. Mais donc voilà, je veux dire, ça se rajoute peut-être au tir au cercle, mais non, mais il y avait cette impression-là, et pour te rejoindre aussi, moi je crois que c'est le meilleur match que j'ai jamais vu d'Anthony Edwards. Ok. Assez nettement. Alors j'en ai pas vu beaucoup, hein. Enfin, en tout cas je suis pas comme les fans de Minnesota qui ont vu tous les matchs, je veux dire. Donc peut-être j'ai un échantillon un peu différent. Mais tu vois, je sais que je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, il a fait un carton encore plus de points face à Portland ou face à, ouais, je crois Portland, c'est ça. Il a mis 41 points contre Portland le lendemain. Ok, ouais, impressionnant. Alors oui, ok, bon, c'est Portland, c'est la défense de Portland. Pour moi, c'est pas de la NBA, quoi. Alors que le match d'avant, il met que 23 points contre les Clippers, mais c'est spectaculaire. C'est le meilleur match que je l'ai jamais vu faire en termes de prise de décision. Et je sais que c'est un peu
un running gag, non, mais on en parle souvent sur le basket là, mais la prise de décision de pull-up un peu inefficace versus aller au panier. Mais regardez ce match, il est fabuleux sur ce match-là, je trouve, et il démontre à quel point, bah ouais, en fait, quand il veut, il peut non seulement aller au panier, et puis un alliage d'explosivité qui déjà peut faire la différence en soi. J'ai en tête un drive sur Amir Kofi où bah, juste en fait premier pas ça suffit et ça va au panier avec une double prise d'appui en fin de drive pour rester en équilibre et avoir le N1. T'as des fois où il va jusqu'au panier et j'ai beaucoup aimé parce que tu vois il fait un début de drive, il est un peu stoppé parce qu'il y a un défenseur et là où d'habitude il pourrait prendre le pull-up, mais là il continue, il fait un dribble plus, il fait le dribble de plus donc pour maintenir le drive en vie, Ouais. et puis la passe pour un Towns qui coupe au panier, je crois que tu l'as vu cette passe aussi, où il y a des actions comme ça, où il fait des méga Eurostep, plutôt que s'arrêter à mi-distance, il fait un Eurostep pour passer autour de Mason Plumlee, pour aller au panier, pour un drive, enfin, franchement, il n'y a que 23 points sur ce match-là, mais allez voir ce match, 23.8 assists, mais il y a des actions de création qui sont fabuleuses, et moi c'est clairement ça, où, bon alors dans le low, oui, t'as aussi 2-3 pull-ups un peu énervants, ou des trucs comme ça, mais à la limite, c'est pas grave, quoi. Je trouvais que, en plus, pour te rejoindre sur le côté défensif, où il est clairement beaucoup plus régulier qu'il a pu être par le passé cette année, mais ouais, là, en termes de prise de décision, pour moi, c'était le meilleur match que j'ai jamais vu d'Anthony Edwards face à une défense d'élite, je veux dire. Ouais, carrément. Et sur la passe, et c'est vrai qu'il progresse bien dans ses lectures. Et faut vraiment regarder le match en entier parce qu'il y a pas mal de passes qui se transforment pas en assist, mais qui sont juste un Oui. peu dans le jeu, mais qui le fluidifient en fait. Et c'est ça qui est un peu qui peut être un peu énervant parfois avec ces joueurs qui mettent un peu les œillères, c'est qu'ils coupent l'action parce qu'ils vont pas faire la passe, ils vont pas fluidifier le jeu. En fait, qu'une fois que tu leur passes la balle, ça s'arrête un petit peu. Et là, pour le coup, il est vraiment dans le flow de l'attaque et j'ai trouvé le flow de l'attaque, en fait, de Minnesota très bon. Qui un peu un mouvement continuel et d'aller chercher des bonnes situations de shoot et ils vont beaucoup au cercle en fait et ça c'est en plus ils sont vachement efficaces au cercle et ils y vont assez souvent. Ils arrivent à optimiser le spacing et Conley aussi je trouve qu'on discute peu parce qu'il joue peu et il fait pas énormément des grosses stats mais dans le jeu je trouve très bon aussi et comme il l'a toujours été. Et puis, un plan de jeu qui a été déroulé de la part de Chris Finch avec en sortie de temps mort ou en début de match, je sais plus, mais une masterclass de système appelé un après l'autre, que des trucs pour qui étaient bien sentis pour attaquer telle ou telle partie de la défense, tu vois, notamment, genre on enchaîne avec un truc pour libérer une isolation lancée dans l'espace pour McDaniels, qui se débrouille pas mal en plus. Hein. Je sais que toi t'aimes bien aussi McDaniels, mais sur ce genre d'isolation, il peut aller au panier, et même s'il va pas complètement lay-up au panier, mais il s'arrête un peu avant, et il a un petit pull-up autour du panier, donc c'est bien. On enchaîne avec un pick and roll sur le côté, un empty entre Mike Conley et Gobert, justement. On sait que la relation elle est bien entre les deux en termes de type de passeur, de type de finisseur, donc ça aussi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le match de Finch. Qu'est-ce que j'avais noté aussi des minutes, j'ai trouvé un peu étonnant, des minutes avec à la fois Conley et Monte-Morris sur le terrain. Je sais pas quoi en penser, je me suis dit bon, on verra. Je sais pas toi ce que tu en penses de la signature de Monte-Morris. Moi je suis pas hyper fan, enfin je sais pas, je trouve pas que c'est un truc énorme quoi. Ouais, pour moi, c'est une garantie si Conley, enfin, c'est une garantie non, mais c'est une rustine si Conley se blesse, quoi. C'est un peu comme ça que je vois. C'est un peu ça. Et disons que c'est mieux que Shake Milton, peut-être, qui était un peu en difficulté. Et je crois qu'ils ont échangé qui Troy Brown aussi, non le pauvre Troy Brown, qui n'est plus à Minnesota. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.